Bonjour à tous. Je ne vois pas encore. Ça change, je pense. Ça change. Ça y est. Bonjour à tous, Béatrice Singan, je suis avec Stéphane Glokowski de la rédaction fiscale des éditions Francis Lefebvre. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré au projet de loi de finances pour 2021. Pour des raisons sanitaires, vous comprendrez, donc celui de nous deux qui prend la parole, on va alterner pour que ce soit moins monotone pour vous, on enlève nos masques alternativement. Donc je démarre. Donc, sans plus attendre, un petit mot d'introduction pour un petit rappel sur les conditions d'application de la loi de finances dans le temps, sauf disposition contraire. Vous vous souvenez qu'en matière d'impôt sur le revenu, ça va s'appliquer sur l'année 2020 et les années suivantes. En matière d'IS, seront concernés les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, et en dehors des mesures en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, donc pour toutes les autres dispositions fiscales, l'application, c'est sans se poser de questions, le 1er janvier 2021. Donc, vous avez ici le sommaire que nous allons dérouler sans plus attendre. Je commence par l'impôt sur le revenu. Donc, on est d'accord qu'on est ensemble pour une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, on vous a sélectionné les éléments qui nous ont semblé les plus saillants dans le projet de loi de finances. Nous émaillerons notre propos des amendements utiles qui ont déjà été adoptés. On ne prétend pas à l'exhaustivité. On vous renvoie pour cela au feuillet rapide, notamment le 41-20 qui a développer les premiers commentaires sur le projet de loi initial, et vous avez les feuillets rapides, notamment celui de demain, qui complète avec l'adoption de la première partie du projet de loi de finances qui a été adopté hier mardi. Donc, barème de l'impôt sur le revenu. Nous sommes cette année en face d'une situation plus simple que l'an dernier. On a simplement une actualisation d'un barème dont les 5 tranches et les taux d'imposition avaient été fixés dans le projet de loi de finances pour 2020. La particularité, donc l'an dernier, enfin en début d'année, c'est qu'on avait la deuxième tranche qui voyait son taux passer de 14 à 11, ce que je vous ai mis en évidence. Et à la faveur du projet de loi de finances pour 2021, on a une revalorisation du barème de 0,2%, donc ça concerne indifféremment le barème, mais également la décote, le plafonnement des effets du quotient familial. Donc je vous ai remis les montants, 1 570 € pour chaque part additionnelle ou 785 € pour les parts additionnelles. Il faut juste avoir en tête que l'objet de l'abaissement du barème, c'était de viser les personnes qui sont imposables dans les 2 premières tranches du barème, donc à 0 et à 11. Donc mécaniquement, s'il n'y avait pas une mesure de correction, tout le monde bénéficiait de la baisse du barème, y compris 3e, 4e, 5e tranche. Donc il y a des mesures d'ajustement qui sont opérées, et c'est comme ça qu'on voit les bornes des 3e et 4e tranches qui sont revues à la baisse pour compenser une baisse, non pas indue, mais une baisse de la tranche à 11 qui ne doit pas profiter à ces contribuables. Juste, on remarquera, on s'est amusé à quelques simulations de calcul, c'est que cette année, on rentre un peu plus vite en termes de revenus dans le plafonnement avec des effets du quotient familial que l'an dernier. Voilà. Ensuite, crédit d'impôt, transition énergétique, je vous fais un tout petit retour d'arrière, donc c'est le projet d'article 12. L'an dernier, vous vous souvenez ou pas, qu'en fait, on avait une bascule du CITE vers une prime directe versée par l'ANA. Ça a été le cas dès 2020 pour les foyers modestes. On passe en 2021 à cette conversion CITE en prime ANA, donc aide directe pour les foyers intermédiaires. Et on avait également dans la loi de finances pour 2020 un maintien des systèmes de charge des véhicules électriques pour les personnes qui sont dans les tranches de revenus supérieures, donc, et qui bénéficient aussi en 2020 des changements des parois opaques. Alors, on a un maintien de ce crédit d'impôt qui change, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui change de philosophie de calcul, c'est plus un plafond, une aide forfaitaire plafonnée en pourcentage. On revient sur une mécanique qu'on connaît classiquement. On a un crédit d'impôt qui se calcule en pourcentage de dépenses, 75%, avec un plafond de 300 ou 600 €, puisqu'on peut aller jusqu'à deux systèmes de charge électrique par couple. La fenêtre d'application du dispositif, donc, c'est 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2023.
On notera que par amendement, qui a été adopté dans la première partie, on ne visait que les équipements pour la résidence principale, a été introduit également l'éligibilité des charges, des systèmes de charges qui sont placés dans les résidences secondaires. Je signale pour le 2020 qu'on a aussi du crédit CITE pour un certain nombre de foyers fermés et inserts à bûches. Je vous signale, sans les détailler, qu'il y a la possibilité de continuer à bénéficier du CITE dans sa version telle qu'elle s'appliquait en 2019 et 2020 sur des dépenses qui sont engagées au titre de 2020 et 2021 en fonction de la date d'acceptation d'un devis ou du paiement d'un premier acompte. Je ne rentre pas plus dans le détail, je vous renvoie au feuillet rapide, donc je disais 41-20. Je passe la parole à Stéphane, je remets mon masque, qui va vous parler des impôts locaux. Alors, s'agissant des impôts locaux, on peut dire, Béatrice, que la météo fiscale est assez favorable, c'est le moins qu'on puisse dire. Tant mieux. Puisqu'il y a beaucoup de mesures en faveur des entreprises, de baisse très sensibles, notamment pour les établissements industriels, de baisse de CVAE notamment, et également d'exonérations qui sont prévues pour les créations et extensions d'établissements en matière de CET. Donc vraiment, il y a beaucoup de mesures qui sont tout à fait intéressantes. Alors la première mesure, elle porte sur la valeur locative des immobilisations industrielles. Et cette valeur locative, eh ben, on sait, elle est déterminée en fonction d'une méthode qu'on appelle la méthode comptable. C'est-à-dire qu'on va partir de la valeur d'origine du bien et puis on va appliquer un taux d'intérêt et ensuite un certain nombre d'abattements et de réfactions. Pour la taxe foncière, un abattement général de 50% et pour la CFE, un abattement spécifique pour les établissements industriels de 30%. Alors, qu'est-ce que prévoit le PLF? Eh bien, une réduction de moitié des taux d'intérêt. Donc là, vous voyez sur les slides, pour les sols et terrains, on passerait de 8 à 4% de taux d'intérêt. Et pour les constructions et installations, on passerait de 12 à 6%. Alors, deux petites remarques qui sont des remarques un peu d'évidence, mais je le dis quand même. Comme vous avez compris, quand je parle de taux d'intérêt, bien sûr, je ne parle pas de taux d'imposition. Là, nous sommes vraiment sur l'assiette de la taxe foncière et de la CFE. Et ensuite, on est sur les taux d'intérêt qui sont peut-être un petit peu théoriques. Si je prends les constructions et installations, vous avez une réfaction qui va s'appliquer en fonction de la date d'acquisition ou de création. Donc, par exemple, pour les constructions qui ont été acquises ou créées à compter de 1976, on va appliquer une réfaction d'un tiers et donc au final, on arrive en réalité à des taux effectifs qui sont les mêmes pour les sols et les constructions, c'est-à-dire 8% et après PLF, on serait à 4%. Alors, en pratique, comme ces dispositions s'appliquent dès 2021, et bien, le contribuable qui est redevable de l'acompte de CFE au 15 juin 2021 va pouvoir calculer son acompte non pas sur la base de 50% de la cotisation de l'année précédente, mais seulement 25%, compte tenu de cette diminution. Et puis, le contribuable qui serait mensualisé à la taxe foncière ou alors à la CFE va calculer sa mensualité sur la base de 5% et non pas 10% de la cotisation de l'année précédente. Donc là, on voit un impact qui est rapide, immédiat, avec une baisse très sensible de la valeur locative et donc, indirectement, de la cotisation. Alors, une mesure qui vient, je dirais, de passer à la trappe par l'effet de la première lecture de la haine, il était prévu également que l'on change le coefficient de revalorisation annuelle de la valeur locative des immobilisations industrielles. Alors, c'est un petit peu dommage parce que c'était une mesure qui était assez intéressante. On pensait passer de l'indice des prix à la consommation harmonisée à la moyenne nationale des coefficients d'évolution des loyers. Alors, il se trouve que lorsqu'on consulte les travaux parlementaires, on s'aperçoit que l'IPCH, qui est applicable depuis 2018, avait conduit à une évolution ou une majoration très sensible des valeurs locatives. En 2018, l'augmentation avait été supérieure à 2%, alors que pour les autres locaux professionnels, l'augmentation avait été seulement de 0,3%. Donc le but de cette mesure, c'était justement de limiter ou de substituer à un indice assez défavorable, un indice dont l'évolution aurait été applicable sur l'ensemble du territoire, une moyenne, mais somme toute plus modérée, donc c'est un petit peu dommage, mais voilà, en tout cas, retenez que pour cette mesure, elle est passée à la trappe hier.
Deuxième mesure particulièrement intéressante, le législateur prévoit de baisser de façon très sensible la CVAE par une suppression de la part régionale de la CVAE. Et comme cette part régionale représente 50% de la cotisation, le législateur propose tout simplement de diminuer par 2 le taux d'imposition. Donc le taux est actuellement de 1,5% lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions d'euros, et on va avoir un taux qui va être variable lorsque le chiffre d'affaires est inférieur à ce seuil, entre 0 et 1,5%. Et le législateur propose tout simplement de faire passer le seuil, le taux d'imposition à 0,75%, ou alors pour le taux effectif de 0 à 0,75%. Donc là, on voit vraiment une mesure qui a un impact très sensible sur le niveau d'imposition. Alors également, il y aurait une modification du plafonnement de la CET, qui est une mesure qui est tout à fait intéressante, puisque lorsque la somme de la CVAE et de la CFE dépasse un certain plafond, je vais pouvoir obtenir un dégrèvement pour la fraction supérieure de CFE, et le législateur propose de baisser ce plafonnement, qui est actuellement à 3% de la valeur ajoutée, et il passerait à 2% de la valeur ajoutée. Donc c'est une mesure qui, bien sûr, va augmenter la fraction de dégrèvement, donc qui est également tout à fait sensible. Alors enfin, troisième mesure, le législateur voudrait encourager les créations et extensions d'établissements, et ceci par des délibérations facultatives des collectivités, qui entraînerait donc une exonération de la CET durant 3 ans. Alors peut-être une petite précision, quand on parle d'exonération de CET, on parle en réalité d'exonération de CFE, c'est juste qu'effectivement vous avez une disposition qui permet de provoquer de façon corrélative l'exonération de CVAE pour la part des communes et des EPCI, à charge pour les départements d'adopter le cas échéant pour la CVAE de prendre une délibération équivalente. Et bien évidemment, je ne parle pas de la part régionale, puisqu'on vient de dire que le PLF prévoyait de supprimer cette part régionale. Alors concrètement, comment ça se passe actuellement en matière de CFE? Pour l'année de création, je vais avoir une exonération de ma cotisation, et c'est seulement en N+1 que je vais avoir une imposition progressive d'ailleurs, puisque en N+1, j'aurai une assiette qui sera réduite de moitié, et ensuite une assiette pleine en N+2. Alors, qu'est-ce que prévoit le PLF? Il prévoit de garder, bien évidemment, l'exonération de plein droit la première année, donc dans l'exemple en 2021, et ensuite, sur délibération des collectivités, cette exonération facultative qui va s'appliquer durant 3 ans, donc 2022, 2023 et 2024. Alors, à cela s'ajoute une autre disposition qui vise à encourager les extensions d'établissements, et là, pour une extension qui interviendrait en 2021, on aurait une exonération en décalage de 2 ans qui interviendrait de 2023 à 2025. Donc voilà, je dirais, pour le panel de la fiscalité locale qui recèle beaucoup de bonnes nouvelles, il me semble. Très bien, merci. On passe sans transition aux bénéfices professionnels avec une première mesure favorable, un régime optionnel qui apparaît à l'article 35 du projet de loi de finances concernant la réévaluation libre des actifs. C'est une mesure qui a pour objectif, pour les sociétés qui souhaiteront mettre en œuvre ce dispositif, c'est pour améliorer la présentation de leurs comptes et accroître par là même leur capacité de financement. Il s'agit ni plus ni moins d'un différé d'imposition de l'écart de première réévaluation à laquelle se livrerait l'entreprise, avec pour condition que la réévaluation porte sur l'ensemble des actifs corporels et financiers. Pas possibilité de choisir les actifs à réévaluer, et la réévaluation doit impérativement intervenir dans un intervalle de temps pour les exercices clos, compris à compter du 31 décembre 2020, donc de cette année, et jusqu'au 31 décembre 2022. On va le voir, cette réévaluation a un impact sur les amortissements, provisions et plus et moins-values, et donc, vous vous en doutez, il y a une nouvelle obligation déclarative qui est associée à l'option pour ce dispositif et qui nécessitera de joindre un état de suivi à la déclaration de résultats. Concrètement, donc, l'entreprise qui procède à la réévaluation de ses actifs devrait théoriquement se voir imposer sur
plus-value réalisée en produit imposable. En fait, il va y avoir un différé d'imposition et une réintégration qui se fera sous deux formes différentes suivant qu'on est en face d'immobilisation non amortissable ou amortissable, qui font l'objet donc des réévaluations. Pour des immobilisations non amortissables, le calcul de la plus-value se fera ultérieurement au moment de la cession et à partir de la valeur non réévaluée. Si d'aventure des provisions doivent être passées, elles sont calculées, un texte est prévu, un texte d'adaptation est prévu, on calcule à partir de la valeur révisée. En revanche, à ce stade, et même à l'issue de l'examen de la première partie du PLF pour 2021, on a encore une incertitude sur la valeur retenue, le prix de revient pour le calcul des plus-values de cession. Est-ce qu'il faut tenir compte de la valeur fiscale qui elle-même comprendrait un élément de plus-value latente à la faveur d'une éventuelle restructuration ou autre qui a pu apparaître avant l'opération de réévaluation? On a une incertitude, il est fort probable, on espère qu'il y aura une précision sur ce point. Pour les immobilisations amortissables, la réintégration va suivre le rythme d'amortissement, donc ça va être sur 15 ans pour les constructions et autres, donc les biens qui s'amortissent sur longue durée, ou sur 5 ans pour les autres immobilisations. On notera qu'en cas de cession avant la fin de la réintégration, toute la portion de l'écart de réévaluation qui n'a pas encore été intégrée devient immédiatement imposable. On a également, non pas une lacune, mais encore une incertitude dans le texte. On ne sait pas, le texte ne précise pas si l'écart est calculé en déduisant les seuls amortissements techniques. On ne sait pas trop quel est le sort des amortissements dérogatoires. Peut-être que l'évolution de l'examen du texte, à la faveur d'un amendement, on aura une précision sur ce point. Autre dispositif qui suit, qui est également, comme le premier, un système optionnel, toujours en matière professionnelle, c'est un régime d'étalement des plus-values réalisé à l'occasion d'un leaseback d'immeuble. Donc tout le monde se souvient que le leaseback, ça consiste finalement à céder pour une entreprise à céder un immeuble à une société de crédit-bail, et l'entreprise cédante en recouvre immédiatement la disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail qu'elle conclut avec une société de crédit-bail. Alors, théoriquement, il devrait y avoir imposition immédiate de la plus-value de cession. L'objet de la mesure, c'est précisément, et dans le cadre, la même esprit que le dispositif précédent, c'est d'étaler l'impact fiscal de cette cession et d'imposer la plus-value sur la durée du crédit-bail dans une durée maximum de 15 ans. Alors, les immeubles concernés sont bâtis ou non. En revanche, ils sont nécessairement affectés à une activité commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou libérale. Donc, on exclut ce qui relève de la gestion du patrimoine propre de l'entreprise, à une exception près, c'est que si l'entreprise loue l'immeuble à un preneur qui lui-même l'affecte à une activité éligible, dans la nature de celle que je viens de citer, à ce moment-là, le bénéfice de la mesure est possible. Alors, je vous ai mis une application dans le temps de la mesure qui a déjà évolué. On visait initialement les cessions intervenues, on prévoyait les cessions pour lesquelles une promesse de vente synagmatique unilatérale avait acquis date certaine entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022. Alors, vous oubliez tout ça, à la faveur d'un amendement qui a été adopté, et pour coller un peu plus à la pratique du secteur, la référence à la promesse de vente ne semblait pas la solution la plus opportune, enfin pas ce qui se pratique. Donc en fait, le dispositif de faveur concernera les cessions qui interviennent entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023, mais à condition d'être précédé d'un accord de financement accepté par le crédit-preneur, lequel accord de financement aura été conclu entre le 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022. Donc en clair, pour les accords de financement qui interviennent là en fin d'année, et pour une session qui serait déjà intervenue ou qui est prévue d'intervenir avant la fin d'année, on n'est pas encore dans le scope du dispositif. Il faut absolument que la session intervienne à compter du 1er janvier 2021. Ensuite, crédit d'impôt recherche et innovation. Là, on a trois
trois petites réformes qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Ce sont tout d'abord, pour les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2022, il y a une suppression de la prise en compte qui était très favorable pour le coup, qui disparaît lorsque les opérations étaient sous-traitées à des organismes publics. Eh bien, il était possible de les prendre en compte pour le double de leur montant. Il y a également une suppression de la majoration de 2 millions d'euros du plafond annuel des dépenses de sous-traitance, qui sont elles-mêmes plafonnées à 10 millions d'euros. Autre mesure spécifique à la Corse, on a la suppression du taux majoré pour le CIR, qui était prévu de s'appliquer. Je vous renvoie là aussi au feuillet rapide pour le détail, qui en pratique ne s'était jamais appliqué, faute d'avoir pris le décret d'application sur cette question. En pratique, à compter du 1er janvier 2020, le taux de droit commun pour les dépenses de recherche est de 30 millions, dans la limite de 10 millions d'euros d'investissement, et de 35% pour les dépenses d'innovation. Alors là aussi, on a une petite adaptation. Le taux de 35% pour les dépenses d'innovation est même porté à 40% pour les TPE. Corse. Dernier élément sur ce domaine de la recherche et de l'innovation, les demandes de rescrit d'expertise qui sont déposées indifféremment, qui sont faites indifféremment par les entreprises concernées ou par l'administration fiscale auprès du ministère de la Recherche. Donc là, on parle de l'appréciation du strict caractère scientifique et technique de certaines opérations. Le ministère de la Recherche devient le destinataire exclusif, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de saisir, comme par le passé, des organismes de recherche qui existaient pour soutenir l'innovation. Je poursuis avec la majoration de 25% pour non-adhésion à un organisme agréé. Alors, projet d'article 7 du PLF, donc là on se souvient, sont concernées les personnes qui sont titulaires de bénéfices professionnels, BIC, BNC, BA, et qui sont soumis à un régime réel d'imposition et qui n'adhèrent pas à un organisme agréé. Alors vous vous souvenez très certainement, cette majoration, ce n'est pas une sanction, c'est en fait ni plus ni moins que la contrepartie de l'intégration en 2006 de l'abattement qui existait, l'abattement général de 20%, qui a été intégré au barème de l'impôt sur le revenu. Donc en fait, de fait, n'importe quel contribuable sur ce type de bénéfice professionnel bénéficie, même sans s'en rendre compte, d'un abattement général de 20%. Comme cet abattement était retiré faute d'adhésion à un organisme agréé, sa traduction, l'équivalent, une fois que cet abattement a été intégré au barème, c'était de reconstituer un brut en repartant du net. Donc on majore de 25% le net pour reconstituer un brut équivalent à celui qui aurait été celui de quelqu'un qui n'adhérait pas. Bon, en clair, cette majoration, il y a eu une étude faite par les autorités qui vont bien, qui ont conclu une efficacité moyenne du dispositif. Donc en fait, il est prévu de le faire disparaître à l'horizon de 2023. La disparition va se faire progressivement, puisque la majoration de 25% va passer à 20, 15 et 10 au cours de chacune des années 2020, 2021, puis 2022. Ensuite, nous avons vu apparaître, de façon très anecdotique, pas dans le PLF, mais à la faveur d'un communiqué de presse, depuis ça a été adopté par amendement, un crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des locaux des entreprises, des TPE et des TPE et PME. Pardon. Alors, tous les secteurs d'activité sont éligibles sans exclusive. Les entreprises en question peuvent être indifféremment soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Et ça vise les entreprises qui sont indifféremment aussi propriétaires ou locataires de leurs locaux professionnels. Il y a toute une liste de travaux éligibles. Je n'en détaille pas la nature, c'est une liste à l'après-vert. En revanche, on retiendra que le crédit d'impôt correspond à 30% des dépenses hors taxes, dans la limite d'un plafond de 25 000 € par entreprise. On se souviendra également qu'il s'agit des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021. Donc on a une fenêtre de tir relativement étroite et on se cale non pas sur le paiement des dépenses, mais sur un devis daté, signé dans l'intervalle de temps que je viens de citer.
Le malus auto et les taxes sur les véhicules à moteur, profonde réforme qui est intégrée, qui est contenue dans l'article 14 du projet de loi de finances pour 2021. Je ne peux que vous recommander le détail de l'exposé de ces profonds changements, en particulier sur la taxe sur les véhicules de société, TVS, dans le feuillet rapide 41-20. Donc, je vais commencer par la TBS, donc une refonte à compter de 2022 ou 2021 pour les poids lourds, avec notamment un remplacement de la TBS telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant par 2 taxes distinctes qui reprennent ni plus ni moins les premières et deuxièmes composantes de la TBS. Et puis on a l'instauration d'une taxe à l'essieu qui remplace la taxe sur les véhicules, qui jusqu'à maintenant était intégrée au Code des douanes et qui est codifiée au Code général des impôts. On voit également, toujours sur la TVS, une modification, raccourci de langage du barème de la TVS. En fait, on a un changement du champ d'application puisqu'il y a intégration des moteurs à hydrogène. Et puis un certain nombre d'exonérations qui sont prises en compte. Sur le tarif du malus auto, donc là on parle de la taxe qui est due lors de l'immatriculation des véhicules. Nous avons un malus qui est lissé sur 3 ans au lieu de 2 pour avoir un impact, puisqu'il est fortement alourdi, avoir un impact qui soit plus progressif dans le temps. On se souvient que le malus auto a 2 composantes, un barème CO2 qui s'exprime en grammes par kilomètre. Et donc, on a une hausse progressive du plafond qui est associée à ce barème CO2. On a un autre barème qui, lui, est calé sur la puissance fiscale, avec là aussi un plafond qui croît au cours de chacune des 3 années qui vient. À ce stade, il n'est pas prévu de contrepartie. En revanche, il n'est pas impossible qu'à la faveur de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 2021, il y ait une nouvelle composante qui sera également intégrée et qui sera calée, la grande presse en est fait l'écho, vous en avez sûrement entendu parler, qui sera calée sur la masse du véhicule. On parle à ce stade des véhicules de plus de 1,8 tonne. Alors, je laisse la parole à Stéphane sur des dispositions en matière de fiscalité immobilière. Alors, s'agissant de la fiscalité immobilière, le projet de loi de finances prévoit d'aménager la taxe d'aménagement sur plusieurs points, et notamment de prévoir un transfert de gestion de la taxe d'aménagement des directions départementales chargées de l'urbanisme vers la DGFiP. Actuellement, ces directions départementales s'occupent de l'assiette et de la liquidation de la taxe d'aménagement, et la DGFiP s'occupe du recouvrement. Le projet de loi de finances prévoit de transférer l'intégralité de ses prérogatives à la DGFiP, qui deviendrait compétente pour l'assiette, la liquidation et le recouvrement de la taxe d'aménagement. Alors, à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023. Alors, il s'agit d'une sorte de réforme port d'entrée ou de pré-réforme, puisque le projet de loi de finances, et c'est le point le plus essentiel, habilite le gouvernement par voie d'ordonnance à modifier le LPF et le Code général des impôts afin de faciliter la transition et le transfert de gestion vers la DGFiP. Habilitation qui porte sur la taxe d'aménagement, mais qui porte également sur la redevance d'archéologie préventive et la taxe pour création de bureaux en Île-de-France. Alors, une petite mesure corrélative en matière de recouvrement, le PLF prévoit de modifier la date d'exigibilité de la taxe. Actuellement, cette date est fixée au moment de l'émission du titre de perception, qui lui-même intervient dans les mois qui suivent la délivrance du permis de construire. Et là, l'exigibilité serait fixée non pas en amont, mais plutôt en aval, c'est-à-dire à la date d'achèvement des travaux. Et le titre de perception serait émis, je dirais, dans la foulée, dans les 3 ou 6 mois qui suivent cet achèvement des travaux. Donc ça va permettre de régler un certain nombre de problèmes qui étaient liés au transfert de titulaires de permis de construire et qui conduisaient à des annulations de titres de perception, des rééditions. Donc là, en se situant, je dirais, à la fin du processus, on s'épargne pas mal de difficultés. Alors, deuxième mesure qui affecte la taxe d'aménagement, il serait prévu d'utiliser la taxe pour favoriser la densification urbaine.
avec 2 volets. Le premier qui viserait à exonérer les places de stationnement qui sont intégrées au bâti. Alors quand on dit intégré au bâti, ça veut dire les parkings qui sont en dessous du bâtiment, au-dessus ou alors dans le bâtiment, mais à la verticale. Et alors, les travaux parlementaires, d'ailleurs, spécifient bien que des garages, des parkings qui seraient intégrés au bâti, mais sur le côté, ne seraient pas exonérés. Donc, l'objectif, c'est vraiment la densification. Donc, les parkings qui sont à la verticale du bâti. Deuxième mesure qui viserait, je dirais, à faciliter les majorations de taux. On a actuellement pour la part communale de cette taxe un taux qui est de 1% et qui va pouvoir être majoré sous certaines conditions jusqu'à 5, voire même 20%. Et pour la majoration de 20%, on a des conditions qui sont très strictes. Il faut justifier de motifs très précis. On appelle ça le critère de nécessité. Et il faut en plus que le montant de la taxe soit corrélé aux services qui vont être rendus. Et le législateur prévoit non seulement d'élargir les motifs qui vont permettre d'arriver à une majoration de 20%, mais également de supprimer tout simplement cette règle de proportionnalité entre le service rendu et le montant de la taxe. Donc là, il y a une petite alerte puisque il y aura une plus grande liberté pour fixer des taux d'imposition quand même beaucoup plus lourds. Alors corrélativement, le législateur constate l'échec du versement de sous-densité qui, lui, avait justement pour objectif de lutter contre cette densification, et donc ce versement est supprimé en 2021. Alors en matière d'enregistrement, également des mesures qui sont tout à fait intéressantes et qui là ont plutôt pour objectif de faciliter un petit peu la vie du contribuable. En matière d'actes de société, alors je rappelle que la formalité de l'enregistrement n'est pas une formalité de publicité, il s'agit d'une formalité qui va permettre de prouver l'existence d'un acte, de lui donner une date certaine, et l'article 635 du Code général des impôts prévoit un périmètre de formalité obligatoire. Alors s'agissant des sociétés, donc si vous consultez cet article qui est un petit peu long, qui a rallonge, il prévoit notamment que les actes de transformation de société, ou les actes qui constatent une réduction, un amortissement ou une augmentation de capital, sont dans ce périmètre de formalité d'enregistrement obligatoire. Vous avez également les actes qui constatent la formation de groupements d'intérêt économique, et enfin les actes de cession de droits sociaux. Alors ce que prévoit le législateur, c'est tout simplement d'extourner de ce périmètre certains actes qui ne seront plus soumis à la formalité obligatoire. Donc vous avez tout d'abord certaines augmentations de capital qui apparaissent en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions, et les augmentations nettes de capital de sociétés à capital variable constatées à la clôture d'un exercice, donc là qui ne serait plus soumis au caractère obligatoire de cette formalité. Également l'amortissement ou la réduction de capital, et enfin serait extourné de ce caractère obligatoire la formation de groupements d'intérêt économique. Donc je dirais resterait dans le lot de la formalité obligatoire les actes de transformation de société, également les actes de cession de droits sociaux, et puis enfin je dirais les augmentations de capital non visées par l'hypothèse que l'on vient de dire, par exemple les augmentations de capital en nature. Alors peut-être juste une précision, bien évidemment l'article 635 doit être appliqué dans son ensemble. Donc ça veut dire que si jamais un acte n'est pas soumis à la formalité obligatoire du fait de cette réforme, il pourrait malgré tout être soumis à la formalité obligatoire pour d'autres motifs. Il est bien évident que, notamment les actes d'huissier, qui sont d'huissier et puis de notaire, surtout même de notaire plutôt, qui sont visés par l'article 635.1 premièrement du CGI, et bien voilà, ils sont bien évidemment soumis à la formalité obligatoire. Donc voilà, c'est un motif qui disparaît, mais il faut s'assurer in concreto que l'acte ne reste pas pour d'autres motifs dans le champ de cette formalité. Alors, par ailleurs, une autre simplification, actuellement les actes de société qui sont soumis à cette formalité d'enregistrement obligatoire impliquent un ordre d'opération, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir inscrire l'acte au RCS avant cette formalité obligatoire, c'est le principe, il y a des exceptions, mais en tout cas c'est le principe. Et le législateur prévoit tout simplement de donner le choix au contribuable, c'est-à-dire qu'il va pouvoir choisir entre commencer
par l'inscription au RCS, ou alors commencer par la formalité d'enregistrement, avec toutefois des exceptions qui seraient prévues par le législateur, notamment pour les actes de cession de droits sociaux. Donc on voit que là, l'objectif, et je dirais un objectif de simplification de la vie du contribuable, de lui donner de plus grandes modalités de choix, et puis d'extourner certains actes de société du périmètre de la formalité obligatoire. Alors, je prends le relais en TVA. Nous avons plusieurs mesures. Une première sur le commerce électronique. Je ne peux que vous rappeler ou vous renvoyer au feuillet rapide de la loi de finances pour 2020, donc le feuillet rapide 2.20, qui a détaillé toute cette réforme d'une ampleur colossale. Donc il s'agit d'une réforme qui touche au commerce électronique transfrontière entre entreprises et consommateurs finaux, B2C, dans le langage courant. Là, concrètement, on a un report de l'entrée en vigueur du 1er janvier au 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021. On a par ailleurs quelques aménagements que je vous cite tout de suite. En matière de tout ce qui est livraison de biens soumis au régime de la marge, il est prévu qu'elle soit exclue des nouvelles règles de territorialité qui sont aussi bien pour les ventes à distance intracommunautaires de biens et les ventes à distance de biens importés. Donc c'est une première exception à la réforme qui a été apportée l'hiver dernier. Ensuite, le seuil de 10 000 € en deçà duquel les ventes à distance intracommunautaires et certaines prestations de services comme les télécoms, radiodiffusion et télé, et les services fournis par voie électronique à des non-assujettis sont considérés comme des opérations domestiques, avec l'implication que la TVA est due dans l'état de départ ou l'état d'établissement du prestataire. Et bien là, la mesure qui est prise dans le PLF, c'est que ce dispositif est réservé aux assujettis qui sont établis dans un seul État membre, et non pas plusieurs États membres de l'Union européenne. Enfin, en matière de dédouanement, le taux de TVA, c'est le taux de TVA de droit commun qui s'applique à l'ensemble des importations soumises au régime douanier qui est spécifique, qui est codifié à l'article 298, sexe des sièges 1 du Code général des impôts. Sans transition, je passe aux opérations complexes uniques. On a en fait ici une mesure à l'article 9 du projet de loi qui n'a pas été modifiée à la faveur de l'examen de la première partie d'ailleurs, comme la précédente, le commerce électronique, sans changement à ce stade. Il s'agit de traduire dans la législation interne des principes jurisprudentiels qui ont été dégagés à la faveur de différentes décisions de la Cour de justice de l'Union européenne pour le traitement des opérations dites composites, opérations complexes uniques, tout ça est synonyme. La philosophie du dispositif, c'est ces opérations qui sont constituées de plusieurs éléments, il s'agit d'en faire une appréciation globale, sans détailler, pas de décomposition. L'objet, c'est de ne pas avoir une décomposition artificielle des éléments qui composent cette opération globale. Et la méthode à suivre, qui est codifiée également à l'article 257 ter, il s'agit on définit l'étendue d'une opération en se plaçant du point de vue d'un consommateur final et compte tenu de l'importance qualitative et quantitative qu'ont les différents éléments qui constituent cette opération composite. Alors, on va avoir globalement deux situations à grands traits. On peut avoir une opération composite qui est constituée d'éléments d'importance plus ou moins équivalente, alors qu'on aura une autre famille d'opérations composites qui sont constituées d'un élément principal, plusieurs éléments principaux, et des éléments accessoires. Alors en face d'éléments équivalents qui constituent un tout composite, on va prendre, et qui relèvent de taux de TVA différents, on va prendre le taux le plus élevé. En revanche, en face d'un élément principal et d'éléments accessoires, on va appliquer à l'ensemble le taux de l'élément principal. On a une exception, c'est que si jamais l'élément principal relève du taux de 2,1%, à ce moment-là, celui-ci reste à son taux. En revanche, chacun des autres éléments accessoires se verra appliquer le taux qui lui est propre. On a également des règles d'assiette spécifiques qui sont, pour les opérations composites, qui sont codifiées à l'article 268 bis, qui est un nouvel article inséré au sein du Code général des impôts. Autre mesure d'importance en matière de TVA, qui n'a pas été modifiée à ce stade,
C'est un régime optionnel de groupe en matière de TVA. On avait des habitudes bien installées en matière d'impôt sur les sociétés. Voilà qu'on va, avec l'article 49 du projet de loi, avoir très vraisemblablement un régime de groupe en matière de TVA. Il s'agit de la transposition de l'article 11 de la directive TVA qui va se traduire par un nouvel article 256C au Code général des impôts, qui s'appliquera au 1er janvier 2023. Alors en pratique, ça devrait rentrer en vigueur au 1er janvier 2022. Maintenant, pour qu'il y ait un effet d'application effectif au 1er janvier 2023, il faudra que l'option soit exercée avant le 31 octobre 2022. Donc il s'agit de constituer un groupe qui formera un assujetti unique, un redevable unique. Tous les secteurs d'activité sont éligibles. Il faut en revanche, pour intégrer le périmètre d'un groupe TVA, il faut que les personnes en question, les assujettis, soient établis en France. On peut comprendre également un établissement stable de société étrangère. En revanche, les conditions cumulatives qui se posent, c'est qu'il faut que les personnes candidates pour former ce groupe TVA soient étroitement liées entre elles sur le plan financier, économique et organisationnel. Donc financier, c'est une détention en capital, droit de vote de 50%. On a également dimension économique, c'est des activités interdépendantes, complémentaires ou homogènes ou équivalentes. Et puis on a un mode d'organisation, on est sous un contrôle commun, on a une série de critères qui sont fixés, contrôle commun, ou alors on a un mode de fonctionnement qui est étroitement intégré. Je n'en dirai pas plus à ce stade. Alors la désignation d'une tête de groupe est évidemment indispensable, puisque l'objectif c'est d'avoir un assujetti unique, et on retiendra que l'option pour le régime de groupe vaut pour 3 ans. Il y a un certain nombre de dispositions qui sont prévues dans le texte qui prévoient les règles d'entrée et de sortie du groupe pendant cette période, pendant la période de 3 ans au cours de laquelle s'applique l'option. Pour la TVA déductible, on retiendra également que chaque membre constitue un secteur d'activité du groupe. Une dernière petite considération équine pour finir le volet TVA, ce sont les gains de cours hippiques qui, à la faveur de l'article 11, qui a été adopté, donc verra la suppression de la TVA sur les gains de course à compter de l'année 2021. Alors, c'est ni plus ni moins la transposition en droit interne, c'est une mise en conformité de la jurisprudence communautaire. On avait déjà, les gains de course hippiques, eux, étaient déjà non imposables, donc il en devient de même pour les gains de course. En fait, les gains en question, il s'agit de tout ce qui revient aux entraîneurs, les prix de course, les primes aux propriétaires et les primes aux éleveurs. Je cède la parole à Stéphane pour des aspects recouvrement et contrôle. Alors, s'agissant du recouvrement, le PLF prévoit une mesure d'ensemble d'harmonisation des procédures qui d'ailleurs dépasse largement le cadre de la fiscalité. Donc, j'ai vraiment retenu que les mesures qui ciblent directement, qui ont une incidence sur les créances fiscales. La première mesure, qui moi en tout cas me semblait plutôt évidente, mais bon, visiblement il faut quand même le mettre dans le marbre, en cas de paiement partiel par le contribuable, ce paiement partiel serait imputé par priorité sur le principal de la créance, puis sur la sanction pour le reliquat, et enfin sur les intérêts de retard, ce qui semble relativement logique, puisqu'effectivement si on inverse le raisonnement et qu'on commence par les intérêts de retard, le principal continue à en générer de nouveaux. Donc voilà, visiblement... Une mesure favorable aux contribuables. Une mesure favorable, mais en pratique, je pense quand même que ça devait être le cas dans beaucoup d'hypothèses, j'espère en tout cas. Eh bien non, il faut penser que non, voilà. Donc voilà pour cette première mesure. La deuxième, qui est un petit peu moins réjouissante et qui viserait à supprimer les délais entre la mise en demeure de payer et les poursuites, délai de 30 jours ou en cas de relance préalable, délai de 8 jours, avec toutefois une exception, les délais seraient maintenus lorsque la mise en demeure informe de l'existence de sanctions, ne serait-ce que pour le contribuable, et tout simplement la possibilité de contester ces sanctions, ou en tout cas voilà, d'indiquer s'il n'est pas d'accord avec les sanctions qui sont appliquées. Enfin, une dernière mesure sur l'intérêt de retard qui est de 0,2% par mois et intérêt moratoire.
Cet intérêt, ce taux d'intérêt était censé s'appliquer de 2018 à 2020, et donc il est tout simplement prorogé sans limite de délai. Donc, voilà un peu pour le panel des mesures du PLF, en tout cas les principales. Ouais. Je vais juste vous donner 2-3 petites précisions, parce qu'on déborde un peu sur le temps qui était prévu initialement. Donc, on vous a sélectionné une série de mesures, dont certaines, on l'a dit, au fur et à mesure de notre déroulé, ont été impactées par des amendements adoptés. On a également d'autres mesures qui nous paraissent devoir être signalées, qui ont été adoptées par amendement. Ça concerne l'imposition des revenus des non-résidents, donc imposition à la source. On avait eu toute une évolution compliquée, une profonde réforme dans les 2 précédentes lois de finances. L'objectif étant d'aligner les modalités d'imposition des revenus des non-résidents, de tendre vers le système du prélèvement à la source. En fait, c'est retour à la case départ, donc on retiendra, sauf évolution par la suite, mais qu'a priori, on aurait donc survivance du barème à 3 tranches 0,12, 20% de la retenue à la source, qui reste partiellement libératoire. On retiendra également, c'est très disparate, je passe d'un impôt à un autre, le taux d'IS pour les exercices, le taux d'IS de 15% pour les bénéfices inférieurs à 38 120 €, à compter des exercices ouverts en 2021. On a juste un relèvement de 7 630 000 € à 10 millions pour bénéficier de ce taux réduit d'IS. On se souviendra également que pour tout ce qui est distribution occulte et autres qui sont imposées au PFU, elles se verront appliquer une majoration de 25%. On a également une règle nouvelle issue d'un amendement qui a été adopté ces 2 derniers jours, des pertes qui sont constatées à la faveur d'une réduction de capital motivée par des pertes, donc ces pertes-là deviennent imputables. On a également une mesure en faveur des prestations compensatoires en matière de divorce, les prestations compensatoires mixtes qui sont versées sur une période qui n'excède pas 12 mois. Là, il s'agit de l'intégrer dans la législation, ce qui avait fait l'objet de 2 décisions du Conseil constitutionnel. Donc, ces prestations compensatoires mixtes bénéficient d'une réduction d'impôt, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Dans le même ordre d'idées, tout ce qui est contribution aux charges de mariage volontaire pour des époux séparés de fait et surtout imposés séparément, ça devient donc une charge déductible pour la partie versante et un produit imposable pour la personne qui les reçoit. Voilà, je ne peux que, si vous en avez l'utilité et le besoin, rappeler pour ceux qui ne le savent pas que pour le suivi de ces textes, nous avons à notre disposition et nous pouvons mettre à votre disposition un outil qui s'appelle les travaux parlementaires, qui permet de suivre en temps réel, pendant la phase d'examen du texte, l'évolution d'un dispositif avec à disposition l'accès immédiat au débat, aux amendements adoptés et l'état des textes à la sortie de chacune des évolutions de texte. Ces travaux parlementaires sont également très utiles après coup quand on a besoin, dans le cadre d'un dossier contentieux ou autre, ou pour connaître les conditions d'application et l'intention du législateur. Il est toujours possible après coup de retrouver très facilement dans ces travaux parlementaires l'évolution d'un texte et tous les documents qui lui sont attachés, qui permettent d'avoir une meilleure visibilité du dispositif. Et je voulais juste ajouter une petite chose. Effectivement, lorsqu'on suit je dirais les derniers états de l'Assemblée nationale, je vous ai parlé tout à l'heure des mesures de recouvrement. Quand j'y pense, effectivement, l'Assemblée nationale a annulé cette mesure de réforme relative au recouvrement que je vous ai présentée tout à l'heure, mais pour un motif de pure forme. Donc, c'est lié à son positionnement dans la loi de finances. Il se trouvait dans la première partie, donc il va être très probablement déplacé dans la seconde partie. Donc, c'est pour ça on vous a présenté le dispositif. En l'état actuel, il a disparu, mais il va probablement ressortir du trou noir pour ressurgir dans la seconde partie de la loi de finances. Voilà, je voulais préciser ça. Eh bien, merci Stéphane. Merci, j'en profite également à toutes les personnes qui ont permis l'organisation de cette session. Je citerai
Maëlle et Charlotte, qui se reconnaîtront. Je remercie également chaleureusement toute la rédaction fiscale, sans laquelle évidemment ce webinaire n'aurait pas lieu, puisqu'on s'est appuyé sur les commentaires qui ont déjà été publiés au feuillet rapide. On publie également demain les commentaires sortis, examen du texte, première partie à l'Assemblée nationale. Vous retrouverez l'évolution du texte du projet de loi de finances dans les feuillets rapides à venir. Et puis comme d'habitude, pour ceux qui en ont l'habitude ou pas, nous avons en fin d'année les premiers commentaires disponibles sur la place de l'ensemble de la loi de finances pour 2021. Et donc, je remercie chaleureusement toutes celles et ceux sans les contributions desquelles rien n'aurait été possible aujourd'hui. Ben, écoutez, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et on vous dit peut-être à bientôt à l'occasion d'un prochain webinaire. Bonne journée.